La maison retenait son souffle. Ashford Hall n'existait pas simplement dans les collines verdoyantes de la campagne anglaise. Il exhalait une odeur d'ardoise humide et de prestige mourant. Ses couloirs de pierre résonnaient du tic-tac rythmé de 1000 secrets indicibles. Pendant 7 ans, l'aile Est avait été un mausolée pour les vivants. Un lieu où l'air s'alourdissait de l'odeur de vieille encre et du parfum doux et écœurant des lilas bleus qui poussaient en abondance sous les fenêtres fissurées par le gel. Dans ces murs, Sarah Elizabeth Ashford existait comme un fantôme. Un nom murmuré dans le hall des domestiques, avec un mélange de pitié et de superstition, et une fille dont le visage même était devenu une dette que sa famille refusait de payer. Sarah était assise à un bureau en acajou qui avait appartenu à un érudit. Sa colonne vertébrale était aussi droite qu'une ligne de grands livres. La pièce était éclairée par une unique bougie de suif. Sa flamme dansait dans le courant d'air qui sifflait à travers le châssis mal ajusté. Elle ne regardait pas le lourd drap de velours qui recouvrait le miroir dans le coin. Dans cette pièce, la seule chose honnête était l'arithmétique. Sarah trempa sa plume dans un encrier en cristal. Ses doigts étaient tachés en permanence d'un violet profond, comme une ecchymose, une marque de son métier qu'aucune quantité d'eau citronnée ne pourrait jamais effacer complètement. Elle se déplaçait avec une précision scrupuleuse. Ses yeux étaient fixés sur le gros volume relié de cuir qu'elle appelait son grand livre privé. Aux yeux du monde, Silas Montgomery Ashford était un homme au redressement financier astucieux. Mais la vérité se trouvait dans l'écriture élégante et penchée de sa fille. Le silence, semblait-il, avait des dents. Il rongeait les bords de la pièce, brisé seulement par le grattement de la plume de Sarah et la vibration occasionnelle du plancher. Elle avait appris à cartographier la maison avec ses pieds. Elle connaissait la démarche lourde et syncopée du chef palefrenier, le pas léger et fuyant de la nouvelle soubrette, et la marche rythmique et lasse de Madame Halloway, la seule femme autorisée à franchir le seuil de l'aile Est. Quand le plancher gémit 3 fois de suite près du palier, Sarah ne tressaillit pas. Elle attendit simplement. Son cœur était une chose calme et mesurée, qui avait depuis longtemps oublié comment battre au rythme effréné de l'espoir. Madame Halloway entra sans un mot, portant un plateau. Sur celui-ci se trouvait un unique bol de bouillon de mouton et une pile de correspondances fraîches. La gouvernante était une femme d'une droiture de fer. Son visage était un masque de discipline gris argenté. Pourtant, ses yeux s'attardaient souvent sur Sarah, avec une douceur qui ressemblait à une trahison de ses ordres. Elle posa le plateau sur le bord du bureau. Elle prit soin de ne pas déranger les colonnes de chiffres que Sarah cultivait depuis l'aube. Pendant un instant, les 2 femmes partagèrent un silence épais de l'histoire des 7 dernières années. L'accident, les cris qui s'étaient transformés en un isolement froid et clinique. Et la décision d'un père de traiter le visage de sa fille aînée comme une tache sur le grand livre familial. La matinée a été productive, Madame Halloway, dit Sarah. Sa voix était basse et résonnante, portant la cadence d'une femme qui passait plus de temps à penser qu'à parler. Les comptes des tenures du Nord sont presque solvables. Mon père sera heureux de savoir que la saignée du domaine a été stoppée. La gouvernante ajusta un brin de lilas égaré dans le vase. Ses mains tremblaient très légèrement. « Il est dans la bibliothèque avec mademoiselle Lucinda », murmura-t-elle, comme si les murs eux-mêmes écoutaient. Il se prépare à l'arrivée du duc de Thorne. Le maître est catégorique. La maison doit être sous son meilleur jour. Il a ordonné que l'argenterie soit polie 2 fois. Et les portraits de la galerie ont été raccrochés pour capter la lumière du matin. Sarah tourna une page. Le parchemin était sec et crissait contre ses doigts tachés d'encre. Arthur Thorne était un homme d'une grande rigueur intellectuelle. Un soldat revenu de la guerre d'Espagne avec la réputation de voir à travers les hommes comme s'ils étaient de verre. Silas courtisait un partenariat avec lui depuis des mois. Il envoyait lettre sur lettre détaillant le prétendu génie du domaine d'Ashford pour la rotation des cultures et la consolidation de la dette. Sarah connaissait chaque mot de ces lettres. Elle les avait toutes écrites. Elle avait élaboré la logique, la stratégie et les théories économiques sophistiquées. Celle qui avait finalement piqué l'intérêt d'un homme que l'on disait mépriser les flirts superficiels de la saison londonienne. Il cherchera un esprit, pas un service à thé en argent, remarqua Sarah, ses yeux retournant au grand livre. Mais je suppose que mon père connaît son invité mieux que moi. Je ne suis que l'encre, Madame Halloway. Je ne suis pas la main qui signe le nom.
La gouvernante regarda Sarah. Elle regarda la façon dont la lumière de la bougie attrapait la courbe vive et intelligente de son front, et la lumière constante dans ses yeux gris. Elle ne regarda pas le côté gauche du visage de Sarah, qui restait dans l'ombre, mais l'absence de ce regard était sa propre forme de reconnaissance. Être vue par la bonne personne n'était pas le danger, pensa Sarah alors que la porte se fermait et que le verrou était tiré. C'était la seule sécurité digne de ce nom. Mais pour l'instant, la seule sécurité de Sarah était l'arithmétique. 1 heure plus tard, la clé passe-partout en laiton tourna dans la serrure avec un bruit de cloche frappée. C'était un son lourd et froid qui signalait l'arrivée de Silas Montgomery Ashford. Sarah ne se leva pas. Elle ne cacha pas ses mains. Elle attendit simplement que son père entre dans la pièce. Il apportait avec lui l'odeur de tabac cher et l'atmosphère étouffante d'un patriarche qui voyait le monde comme une série d'actifs à gérer. Silas était un homme aux proportions imposantes et au visage soigné pour la vanité des salles de bal. Pourtant, ses yeux étaient aussi plats et inflexibles que l'ardoise d'une cheminée froide. Les rapports, dit Silas, sa voix sèche et dépourvue de toute chaleur paternelle. Il n'entra pas complètement dans la pièce. Il se tenait près du seuil, le regard fixé sur le mur derrière la tête de Sarah. Dans sa main, il tenait une paire de pinces en argent, un outil qu'il utilisait pour ramasser les papiers de son bureau, comme si sa seule présence était une contagion qui pourrait entacher sa position sociale. Sarah poussa les pages terminées vers le bord de la table. « Les comptes sont équilibrés, monsieur. J'ai trouvé une erreur dans les calculs de l'intendant concernant les intérêts sur les prêts de Londres. C'était un écart de 300 livres, assez petit pour être manqué par un œil inattentif, mais assez grand pour compromettre l'intégrité du total. Je l'ai rectifié. » Silas utilisa les pinces pour soulever le parchemin. Son expression était celle d'une nécessité ennuyée. Il jeta un coup d'œil à l'écriture élégante, à la brillance de l'analyse économique qui l'avait sauvé de la ruine plus d'une fois au cours des 7 dernières années. Il s'en attribuait le mérite aussi facilement qu'un homme respire l'air. « Cela suffira, dit-il, la voix tendue. Le duc de Thorne arrive demain. Vous devez rester dans cette aile. Les rideaux doivent rester tirés. Lucinda doit être le visage dont il se souviendra. Sarah, comprenez-vous? Votre sœur est le seul atout commercial qu'il reste à cette famille, et je ne laisserai pas votre état jeter une ombre sur ses perspectives. Je comprends, répondit Sarah, sa voix aussi calme qu'un étang immobile. Vous voulez que le duc voie une façade de beauté, pendant que vous utilisez l'architecture de mon esprit pour obtenir son or. C'est un arrangement calculé. Silas la regarda enfin, un éclair d'irritation traversant ses beaux traits. N'utilisez pas ce ton avec moi. Tu es un fantôme, Sarah. Tu es un fantôme depuis le jour où tu as laissé cette calèche se renverser. Tu devrais être reconnaissante que je t'ai fourni un toit et un but. La plupart des pères t'auraient envoyé à la campagne et auraient complètement oublié ton existence. Au lieu de cela, vous m'avez gardé assez près pour faire votre arithmétique, murmura Sarah, ces mots à peine audibles au-dessus du vent hurlant. Les chiffres ne mentent pas, père. Les gens mentent à leur sujet, mais les chiffres sont toujours là, attendant d'être vus. Silas ne répondit pas. Il se tourna simplement, les lourds papiers bruissant dans sa main, et sortit de la pièce. Le son de la lourde clé résonna dans ses couloirs oubliés, une ponctuation finale à son isolement. Sarah resta assise dans la pénombre grandissante. Ses doigts traçaient les espaces vides sur le bureau où son travail avait été. Elle regarda vers le coin, vers le miroir voilé qui contenait son reflet. Un reflet qu'elle n'avait pas regardé depuis 7 ans, non pas parce qu'elle craignait la marque sur sa peau, mais parce qu'elle savait que le monde ne regarderait jamais au-delà pour voir la femme qu'elle était devenue. Le manoir était à nouveau figé dans une pause tendue. Mais sous le plancher, Sarah pouvait entendre les bruits lointains d'Ashford Hall, se préparant pour son plus important invité. Elle pensa au duc de Thorne, un homme dont la réputation de soldat à l'examen intransigeant le précédait, et elle se demanda s'il serait aussi facilement trompé que le reste du beau monde. Elle prit une nouvelle feuille de parchemin et une nouvelle plume. Il y avait un grand livre de l'âme qui n'avait pas encore été audité, et Sarah Elizabeth Ashford était la seule à connaître le véritable coup du silence qui gouvernait leur vie. Elle commença à écrire, non pas un compte d'argent ou de terre, mais l'ébauche d'une lettre qu'elle savait ne jamais envoyer. Une lettre qui décrivait l'odeur des lilas sous la pluie,
et l'aspect de la lumière lorsqu'elle était filtrée par une porte verrouillée. Son espoir était une pièce fermée à clé dans l'aile est, poussiéreuse mais intacte. Et alors que la bougie vacillait, elle s'autorisa une seule et vive prise de conscience. La dignité n'est pas accordée par l'approbation d'un père ou la beauté d'une sœur. C'est quelque chose qui se construit pierre par pierre, par le travail froid et honnête de survivre quand tous les autres ont décidé que vous étiez déjà morte. Le soir s'assombrit en un violet contusionné, reflétant l'encre sur le bout de ses doigts. Depuis l'allée lointaine, le faible tonnerre rythmé des sabots commença à vibrer à travers le plancher. Une lourde calèche arrivait en avance. Le son n'était pas le crissement d'un cabriolet, mais le poids autoritaire d'une voiture de voyage ducale. Sarah resta immobile, sa plume en suspens sur le papier. Quelque part en bas, les grandes portes d'entrée s'ouvriraient pour admettre l'homme qui avait été le destinataire fantôme de ses pensées pendant des mois. Elle ferma son grand livre privé et le glissa dans le tiroir secret du bureau en acajou. Elle écouta la maison commencer à s'agiter, avec l'énergie frénétique d'une représentation. L'aile est restait sombre, à l'exception de la braise mourante de sa bougie. Elle connaissait la routine. Son dîner serait apporté par une servante silencieuse. La porte serait doublement verrouillée, et le monde continuerait de tourner autour de la façade scintillante du salon. Tandis qu'elle resterait dans l'ombre de l'architecture. Pourtant, alors que la calèche s'arrêtait et que la maison semblait s'installer dans un nouveau silence plus dangereux, Sarah sentit un frémissement de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Ce n'était pas la peur, ni les battements frénétiques de l'espoir qu'elle avait depuis longtemps abandonné. C'était la certitude froide et analytique qu'un système bâti sur un mensonge était constitutionnellement incapable de rester solvable pour toujours. Elle se dirigea vers la fenêtre, tirant le lourd rideau de velours juste un peu. En bas, la lumière d'une lanterne se déversait sur le gravier, illuminant l'arrivée d'Arthur Julian Thorne. Il descendit de la voiture avec une grâce délibérée et mesurée. Sa présence dominait la cour, même dans la pénombre. Il ne regarda pas la grande façade d'Ashford Hall, avec l'admiration que Silas attendait. Au lieu de cela, son regard sembla balayer les étages supérieurs, s'arrêtant un instant sur les fenêtres sombres de son aile isolée, avant de disparaître dans la maison. Sarah laissa tomber le rideau. L'odeur des lilas bleus était soudainement vive et froide dans l'air stagnant. Le duc était arrivé. Et pour la première fois en 7 ans, les serrures de la porte ressemblaient moins à un sanctuaire qu'à un défi à relever. La salle à manger d'Ashford Hall était un chef-d'œuvre de l'architecture de la tromperie. C'était un espace conçu pour avaler la vérité tout entière. Il était lambrissé de lourds panneaux de chêne et de portraits d'ancêtres. Leurs expressions sévères semblaient juger la vanité désespérée des occupants actuels. Sous le scintillement de 2 douzaines de bougies en cire d'abeille, l'argenterie brillait d'une intensité désespérée. Elle était si férocement polie par les domestiques que le métal paraissait fin, presque squelettique. Silas Montgomery Ashford était assis en bout de table, le torse bombé comme un pont. Il projetait l'image d'un seigneur qui tenait les rênes d'une dynastie florissante. En face de lui, Lucinda Mary Ashford était une vision de soie douce et de sourires étudiés. Chacun de ses mouvements était calculé pour capter l'attention de l'homme, assis comme un monument de granit entre eux. Arthur Julian Thorne n'avait pas l'air d'un homme facile à influencer par le théâtre d'une table bien mise. Il était assis avec une immobilité déconcertante. Ses yeux gris et froids se déplaçaient avec la précision d'un faucon sur le paysage de la pièce. Il avait porté son chagrin comme une intempérie pendant 7 ans, et ce long hiver avait dépouillé sa patience pour l'artifice social. Pour Silas, le duc était un sauveur potentiel, un coffre-fort d'or et d'influence qui pouvait être déverrouillé avec la bonne combinaison de flatterie et de perspicacité financière. Pour le duc, Silas était un homme dont la voix manquait de la résonance de ses propres mots écrits. Il y avait une dissonance entre les lettres qu'Arthur avait reçues, brillantes, incisives et scrupuleusement logiques, et l'homme qui était maintenant assis devant lui. Il discutait de la qualité du mouton, avec plus de passion que des mathématiques de la gestion d'un domaine. Les lettres que vous avez envoyées concernant les tenures du Nord, Ashford, commença Arthur. Sa voix était basse et égale, coupant court au bavardage léger de Lucinda sur le théâtre de Londres. J'ai trouvé votre analyse des taux d'intérêt sur les prêts de Londres particulièrement convaincante.
Il est rare de trouver un gentleman de la campagne avec une compréhension aussi fine de la volatilité du marché. Vous avez mentionné un écart spécifique dans les calculs de l'intendant. Une affaire de 300 livres, je crois. Silas s'arrêta, une fourchette de viande rôtie à mi-chemin de sa bouche. Ses yeux se tournèrent vers les ombres de la pièce, comme s'il cherchait un grand livre qui n'était pas là. Ah, oui, les 300 livres. Une bagatelle en vérité, si l'on considère la santé globale du domaine. Mais comme je le dis toujours, il faut être scrupuleux dans les petites choses si l'on veut maîtriser les grandes. Et la solution que vous avez proposée, insista Arthur, se penchant légèrement en avant. La manière dont vous avez réamorti la dette sur une période de 7 ans, tout en maintenant les réserves liquides pour les semailles de printemps. C'était un chef-d'œuvre d'arithmétique. Comment êtes-vous arrivé au chiffre spécifique pour la réserve? Le silence qui suivit fut lourd et stagnant. Silas posa sa fourchette, ses doigts tapotant nerveusement contre la fine nappe de lin. Il regarda Lucinda, qui offrit un sourire vague et encourageant, puis de nouveau le duc. C'était une question d'intuition, votre grâce. Des années d'expérience sur le terrain. On développe un sens pour ces choses, un peu comme un marin connaît l'arrivée d'une tempête avant que les nuages n'apparaissent. Arthur Julian Thorne ne cilla pas. Il observa la façon dont la main de Silas tremblait en attrapant son verre de vin. Il remarqua la tache fraîche d'encre bleue sur le pouce de Silas, une tache qui semblait hâtive et négligente. C'était un contraste frappant avec les lettres qui se trouvaient dans la poche du manteau d'Arthur. Des lettres écrites avec une rare encre sépia vieillie, d'une main si ferme et élégante qu'elle paraissait presque imprimée. « L'intuition », répéta le duc, le mot sonnant comme un jugement. Et moi qui pensais que c'était une application rigoureuse du système de comptabilité, en partie double, que vous vantiez si hautement dans votre correspondance. Silas força un rire, un son de verre brisé qui résonna inconfortablement contre le haut plafond. Bien sûr, le système est la fondation, mais l'intuition est le mortier. Lucinda, ma chère, parlez à sa grâce des nouveaux lilas que vous cultivez dans la serre. Je crois qu'ils sont tout à fait exceptionnels cette année. Lucinda Mary Ashford se pencha en avant, sa voix une mélodie étudiée. Ils sont d'un bleu profond et vibrant, votre grâce. C'étaient les préférés de Sarah, il y a longtemps, mais je me les suis appropriés. Je trouve que les fleurs sont les seules choses qui comprennent vraiment l'importance d'une belle façade. Arthur tourna son regard vers la jeune fille, mais son esprit était ailleurs. Il fouilla dans sa poche et en sortit une feuille de parchemin pliée. Le dernier rapport que Silas lui avait remis à son arrivée. C'était un contrat, une proposition pour leur partenariat, signé de cette même encre bleue qui tachait maintenant les doigts de Silas. Il y avait une étrange tache d'encre près de la signature, une marque maladroite et déchiquetée qui parlait de quelqu'un qui considérait la plume comme un objet étranger. Arthur regarda la signature, puis repensa aux lettres sépia dans sa mémoire. L'architecture de l'âme, réalisa-t-il, n'était pas présente chez l'homme assis en bout de table. Silas Montgomery Ashford n'était qu'un fantôme essayant d'habiter une maison construite par un esprit bien plus grand. « Je me sens quelque peu fatigué par le voyage », dit soudain Arthur, se levant de table avant même que le dessert n'ait été servi. Le mouvement fut si brusque que Lucinda sursauta, sa main volant vers la dentelle à sa gorge. « Si vous voulez bien m'excuser, j'aimerais prendre l'air. L'atmosphère dans cette maison est remarquablement dense. Mais votre grâce, le Porto, s'exclama Silas, se levant également, le visage masqué de panique. J'ai un millésime de 1790 que j'étais certain que vous apprécieriez. Nous avons beaucoup à discuter concernant les termes de la fusion. Je crois avoir vu tout ce que j'avais besoin de voir pour ce soir, Ashford, répondit Arthur, sa voix coupant court aux mots. Nous discuterons des termes lorsque la lumière sera plus honnête. Je vous en prie, ne vous dérangez pas. Je connais le chemin des jardins. Il n'attendit pas de réponse. Il sortit de la salle à manger avec la longue démarche rythmée d'un soldat, laissant le père et la fille figés dans la lumière ambrée de leur propre tromperie. Une fois dans le couloir, le duc ne se dirigea pas vers l'entrée principale. Au lieu de cela, il s'arrêta au centre du foyer. Sa tête était penchée, comme s'il écoutait la respiration de la maison. Ashford Hall était figé dans l'attente. C'était une sensation qu'il avait déjà ressentie sur les champs de bataille d'Espagne. L'immobilité avant que le premier coup de feu ne soit tiré. Le moment où l'air lui-même semble s'épaissir du poids de ce qui est caché. L'immobilité portait un poids prédateur,
Elle rongeait les bords du grand couloir, détournant l'attention d'Arthur des sols polis vers les couloirs sombres qui menaient à ces quartiers isolés. Il sortit une montre de poche en argent de son gilet. Le tic-tac du mécanisme était un rythme sec et syncopé dans le silence. Il était 11 heures. La maison se calmait, les domestiques se retiraient dans leur quartier. Pourtant, il y avait une vibration dans le plancher qui parlait d'une autre sorte de vie. Il commença à se déplacer, non pas vers les jardins, mais plus profondément dans la maison. C'était un homme qui appréciait le grand livre de la vérité par-dessus tout. Et le grand livre qu'il avait vu ce soir était terriblement déséquilibré. Il passa devant la bibliothèque, l'odeur de tabac cher flottant encore dans l'air, et se dirigea vers l'escalier de service. Là, il vit un mouvement dans l'ombre, une grande silhouette droite portant un plateau. C'était Madame Holloway, la gouvernante. Elle se déplaçait avec une discipline scrupuleuse, mais ses yeux étaient fixés droit devant, son visage un masque de droiture de fer. Arthur recula dans l'ombre d'une lourde tapisserie, observant la femme monter les escaliers. Sur son plateau se trouvait un unique bol de bouillon et une pile de parchemins frais. Plus curieux encore, il y avait un petit encrier en cristal rempli d'une vieille encre sépia. Le duc ressentit une vive étincelle de reconnaissance intellectuelle, l'encre. L'encre sépia, qui avait écrit les lettres d'un génie, était maintenant transportée vers la seule partie de la maison où Silas lui avait explicitement interdit d'entrer. Il la suivit à distance, ses bottes ne faisant aucun bruit sur les lourds tapis. L'air se refroidit à mesure qu'il se dirigeait vers l'annexe oubliée. L'odeur d'ardoise humide et de prestige mourant remplaçait la chaleur de la salle à manger. L'architecture changeait ici. Les murs étaient nus. Le plancher gémissait sous une couche de poussière, et l'odeur des lilas bleus commença à imprégner l'air. C'était un parfum étrange et écœurant, qui semblait déplacé dans une aile censée être en réparation. Il regarda Madame Holloway s'arrêter devant une lourde porte en acajou au bout du couloir. Elle ne frappa pas. Elle fouilla dans son tablier et en sortit un formidable passe-partout. Le bruit de la clé tournant dans la serrure était comme une cloche que l'on frappe. Un son froid et final qui résonna dans le couloir vide. Elle entra, la porte se refermant derrière elle avec un clic doux et décisif. Arthur Julian Thorne se tenait dans l'ombre, son cœur une chose calme et mesurée. Il regarda la porte, puis la faible lueur de bougie qui s'échappait par-dessous. Il pensa à l'erreur de 300 livres, aux théories économiques sophistiquées, et à l'homme à table qui ne pouvait expliquer sa propre intuition. Le domaine avait cessé sa pose anxieuse. Il hurlait une vérité que Silas Montgomery Ashford avait passé 7 ans à essayer d'enterrer. Il se dirigea vers la porte, sa main tendue pour toucher le bois froid et inflexible. À travers le grain épais, il pouvait entendre le faible grattement rythmé d'une plume. C'était un son qu'il connaissait bien, le son d'un esprit au travail, le son de l'arithmétique utilisée pour réparer un monde brisé. Il regarda ses propres mains, calleuses de la guerre et de la gestion de ses propres vastes domaines, et il ressentit un soudain et profond sentiment d'indignation. Enfermer un esprit d'un tel calibre à cause d'une marque sur un visage était une dette qui ne pourrait jamais être remboursée. Il remarqua une petite table près de la porte, et sur celle-ci se trouvait un vase de lilas bleu, leurs pétales flétris et bruns sur les bords. Il tendit la main et toucha une feuille, la texture sèche et râpeuse. Sous le vase, partiellement caché, se trouvait un bout de parchemin. Il le tira, ses yeux se plissant tandis qu'il lisait l'écriture élégante et penché dans la pénombre. C'était l'ébauche d'un calcul concernant la rotation des cultures, écrit avec une clarté qui faisait paraître le discours de Silas comme le babillage d'un enfant. « Le sol n'est pas un serviteur à commander, disait la note, mais un grand livre à équilibrer. Si l'on prend plus que l'on ne donne, la dette finira par se payer sous forme de famine. » Arthur plia le papier et le glissa dans son gilet. La friction intellectuelle qu'il avait ressentie toute la soirée se lissa soudainement en une certitude froide et dure. Il ne cherchait pas un partenaire commercial. Il cherchait l'architecte du salut de cette maison. Il regarda le trou de la serrure en laiton, la lumière de l'intérieur vacillant alors que quelqu'un bougeait dans la pièce. Il pouvait entendre le murmure bas et résonnant d'une voix de femme. Pas le gazouillis mélodieux et vide de Lucinda, mais une voix qui portait le poids de 7 années de silence. Il appuya son front contre la porte pendant un instant, les yeux fermés. En 7 ans, il avait été un chagrin portant un manteau d'homme,
un duc qui avait oublié comment regarder un visage et y voir autre chose qu'une tombe. Mais maintenant, dans le couloir froid et parfumé au lilas d'un domaine mourant, il sentit le premier dégel d'un espoir qu'il avait depuis longtemps abandonné. Être vu par la bonne personne n'était pas le danger, réalisa-t-il. C'était la seule sécurité digne de ce nom, et il avait l'intention de voir la femme derrière cette porte, même s'il devait briser tous les protocoles sociaux d'Angleterre pour le faire. Il entendit les pas de Madame Halloway s'approcher de la porte de l'intérieur. Il se retira rapidement, se glissant dans une alcôve cachée par un lourd rideau de velours. Il regarda la gouvernante sortir, le plateau maintenant vide du bouillon, mais tenant toujours l'encrier en cristal. Elle ferma la porte à clé une fois de plus, l'ancienne clé sonnant comme une ponctuation finale aux tromperies de la soirée. Alors qu'elle disparaissait vers la maison principale, Arthur sortit de sa cachette, son regard fixé sur la barrière d'acajou. Il tendit la main et récupéra le passe-partout en métal, là où Madame Halloway l'avait discrètement placé dans le vase décoratif. Le métal était glacial, une morsure métallique vive contre les callosités de sa paume. Il s'avança vers la porte en acajou, les ombres du couloir semblant s'allonger autour de lui, comme si la maison elle-même se retirait dans l'attente. Il inséra la clé. Elle tourna avec un grognement bas et viscéral qui semblait résonner depuis les fondations mêmes d'Ashford Hall. Le mécanisme était vieux et résistant, reflétant le silence obstiné qui avait régné dans cette aile pendant 7 ans. Le duc poussa la porte. Elle ne grinça pas. Elle pivota sur des charnières silencieuses et bien huilées, révélant une pièce qui était un sanctuaire surprenant de logique au milieu de la décadence environnante. L'odeur de lilas bleu et de cire d'abeille fraîche était écrasante ici, masquant la saveur métallique de l'encre sépia qui imprégnait l'air. À un immense bureau en acajou était assise Sarah Elizabeth Ashford. Elle était une ombre se découpant sur une unique et brillante bougie. Son dos était aussi droit que celui d'un soldat, et sa tête était penchée sur un épais volume relié de cuir, le grand livre privé. Elle ne se tourna pas immédiatement, sa plume continuant son voyage rythmé sur le parchemin pour un dernier trait de défi. « Avez-vous oublié le sel, Martha » demanda-t-elle, sa voix possédant une profondeur basse et résonnante qui fit frémir la poitrine d'Arthur. « Je ne suis pas Martha » répondit Arthur, sa voix égale, malgré les battements soudains de son cœur. Sarah se figea. La plume glissa de ses doigts, laissant une étoile sombre d'encre sépia sur la page. Elle se tourna lentement, ses mouvements possédant une grâce tragique. Alors qu'elle se déplaçait dans la lumière, la vérité de son isolement fut révélée. Elle était brune, là où Lucinda était blonde, aux traits vifs, là où Lucinda était douce. Et sur le côté gauche de son visage, se trouvait une carte de son histoire. Une cicatrice argentée et déchiquetée qui courait de sa tempe à sa mâchoire. Ce n'était pas une horreur. C'était une marque de survie, une manifestation physique de l'accident d'il y a 7 ans qui avait servi d'excuse à Silas Montgomery Ashford pour enterrer son atout le plus brillant. Arthur ne tressaillit pas. Il ne détourna pas le regard. Il regarda plutôt ses mains, qui étaient fortement tachées d'encre violette contusionnée, puis les pages ouvertes du grand livre. Il vit les colonnes de chiffres, les calculs précis et l'écriture élégante et penchée qui avait hanté ses pensées pendant des mois. À ce moment-là, l'architecture de la pièce et l'architecture de son âme ne firent plus qu'un. « Vous avez écrit les lettres, » dit Arthur, la déclaration sonnant comme un vœu. La réamortisation de la dette, les tenures du Nord, l'erreur de 300 livres, c'était vous. Sarah se leva, sa colonne vertébrale inflexible même si ses yeux trahissaient un espoir vacillant et blessé. Elle ne cacha pas son visage. « Je suis le paiement, votre grâce, » dit-elle, sa voix ferme. « Mon père vend le travail de mon esprit pour garder un toit sur une maison qui me considère comme une honte. Ces chiffres ne mentent pas, même lorsque les gens qui les utilisent ne sont faits que de mensonges. » Arthur s'approcha, ses yeux s'adoucissant en une teinte profonde et orageuse. Il tendit la main et toucha le bord du grand livre, ses doigts effleurant le bois taché d'encre du bureau. En 7 ans, il avait regardé le monde et n'y avait vu que des tombes. Mais debout devant cette femme dans son aile oubliée, il sentit la première vraie chaleur du printemps. « Un grand livre est la seule pièce honnête au monde, » murmura-t-il, répétant sa propre philosophie. « Et vous, Sarah Elizabeth Ashford,
Être la seule personne que j'ai rencontrée en 7 ans qui m'a regardé sans voir un titre, mais un partenaire. La reconnaissance était complète. Ce n'était pas son visage qu'il voyait, mais la brillance d'un esprit qui avait sauvé un domaine des ombres. Le duc tendit la main, non pas pour la mener à une danse, mais pour reconnaître une égale. La maison ne retenait plus son souffle. Elle commençait enfin à respirer profondément. Sa main resta suspendue une fraction de seconde, avant que Sarah Elizabeth Ashford ne rencontre sa prise. Ses doigts tachés d'encre tremblaient, calleux par des années de travail acharné. Pourtant, il possédait une force ferme et inflexible. C'était la poigne d'une survivante. Alors qu'Arthur Julian Thorne regardait leurs mains jointes, les ombres de la pièce semblèrent s'étirer et tirer, épaisses du poids de l'histoire qu'ils venaient de déterrer. L'air ici était un élément entièrement différent de l'atmosphère étouffante et parfumée de la salle à manger. Là où Silas Montgomery Ashford et sa fille dorée, Lucinda Mary Ashford, avaient joué leur théâtre désespéré de pertinence sociale. Arthur ajusta la lourde laine de sa redingote. Son regard perçant, d'une teinte saisissante et tempétueuse, s'ancra à la réalité de la brillante femme qui se tenait devant lui. Le chagrin s'était accroché à lui comme un lourd manteau depuis la guerre d'Espagne. Une brume persistante et glaçante qui avait obscurci les visages des femmes qu'il rencontrait dans les salles de bal scintillantes de la capitale. Elles étaient toutes des masques pour lui, des silhouettes de soie et de charme étudiées qui n'offraient rien à un esprit qui désirait l'architecture honnête d'une âme. Mais les lettres avaient percé ce brouillard. Et maintenant, en regardant la véritable hauteur du salut du domaine, Arthur se permit de retracer les pas silencieux et délibérés qui l'avaient éloigné de la table de son père et l'avaient conduit dans ce mausolée de négligence quelques instants auparavant. La tromperie avait commencé à se défaire, précisément quand Arthur observa Martha Jane Halloway s'éclipser du couloir des domestiques. La gouvernante s'était déplacée avec le silence exercé d'un fantôme. Sa posture était rigide d'une loyauté qu'Arthur voyait rarement en dehors d'un campement militaire. Elle avait porté un petit plateau d'argent tenant une unique bougie de suif, un pain frais de pain de seigle, et, plus révélateur encore, une nouvelle et lourde bouteille en verre d'encre sépia. C'était la teinte exacte de l'encre qui avait rédigé les lettres brillantes et incisives proposant des réformes agricoles et des réamortissements de dettes. Arthur avait su, avec la certitude froide d'un officier qui avait audité 1 millier de manifestes de l'armée, que Silas n'était pas l'auteur de ces documents. L'homme qui se vantait de son intuition devant un mouton rôti ne possédait pas la rigueur intellectuelle pour équilibrer un simple grand livre, et encore moins pour sauver un domaine en faillite. Arthur avait abandonné la salle à manger, ses bottes ne faisant aucun bruit sur les tapis importés alors qu'il suivait discrètement Madame Halloway. En franchissant le seuil de la maison principale opulente, pour entrer dans les couloirs oubliés de ce bloc abandonné, le silence n'existait pas simplement. Il possédait une texture de velours humide qui collait à la peau. C'était le silence d'une maison forcée, à une pause stagnante, un rythme de vie que Silas avait jugé invendable et donc indigne de lumière ou de chaleur. Madame Halloway s'était arrêtée devant une lourde barrière d'acajou au bout du couloir, une porte qui n'avait pas été polie depuis une génération. Elle avait frappé doucement selon un schéma rythmique, murmuré quelques mots réconfortants au bois lui-même, posé le plateau sur une table frêle et s'était retirée dans la pénombre sans tourner la poignée. Quand Arthur s'était avancé dans le couloir vide, l'odeur l'avait atteint. Elle tranchait vivement avec l'odeur de poussière et d'eau stagnante. C'était le parfum des lilas bleus, défiant et évocateur, mêlé à une saveur métallique d'encre fraîche et à la chaleur apaisante de la cire d'abeille. À côté de la porte verrouillée, se trouvait une clé en laiton, ternie à côté d'un vase contenant les mêmes lilas. Ils étaient flétris, leurs pétales s'enroulant comme du parchemin brûlé. Pourtant, leur parfum était un cri désespéré dans le silence. Arthur avait plongé la main dans l'eau froide du vase, ses doigts effleurant la céramique lisse, jusqu'à ce qu'il heurte quelque chose de solide et de métallique. Il avait retiré le lourd outil. C'était un objet brutal forgé en laiton et avec des intentions froides. Et il pesait comme du plomb dans sa paume. C'était le mécanisme de son isolement, la manifestation physique de la décision d'un père d'enterrer sa brillante fille vivante pour préserver une façade de perfection.
Arthur se souvint du profond dégoût qui avait crispé sa mâchoire. La clé était entrée dans la serrure avec un grognement bas et viscéral qui avait vibré le long de son bras, un son comme un os qui se brise. C'était la rupture finale dans la continuité d'un mensonge. Il l'avait tourné. Le mécanisme lui avait résisté avec une obstination qui semblait presque personnelle jusqu'à ce que le verrou se retire avec un craquement sec et retentissant. Il avait poussé la porte, non pas comme un conquérant, mais comme un homme entrant dans une cathédrale, trouvant Sarah baignée dans la maigre lumière d'une flamme solitaire. Maintenant, debout devant elle avec la vérité entièrement mise à nu, Arthur ne tressaillit pas. Il ne détourna pas le regard. Il observa le côté gauche de son visage, où la carte argentée et déchiquetée d'une cicatrice courait de la tempe à la mâchoire. C'était un enregistrement permanent de l'accident de calèche d'il y a 7 ans, qui avait changé la trajectoire de son âme. Pour Silas Montgomery Ashford, c'était une marque de honte, un défaut qui la rendait invisible à la haute société. Pour Arthur Julian Thorne, c'était la texture de la survie. Il regarda la cicatrice et vit la profonde résilience nécessaire pour rester saine d'esprit dans une pièce fermée à clé. Il regarda ses yeux, du gris froid d'un ciel avant la pluie qui correspondait au sien, et vit la véritable partenaire qu'il avait parcouru 50 miles pour trouver. Les lettres, dit Arthur, le mot sonnant comme un vœu solennel dans la pièce sombre. La réamortisation de la dette pour les tenures du Nord, le calcul des réserves de printemps, l'erreur de 300 livres sur les taux d'intérêt, celle sur laquelle j'ai interrogé votre père ce soir. C'était vous, tout cela. Sarah retira lentement sa main de la sienne, ses doigts violets contusionnés se retirant, comme si l'objet lui-même était une vile contagion. Elle le regarda avec un mélange de peur ancrée et d'un espoir vacillant et dangereux. « Je suis le paiement, votre grâce, » dit-elle, sa voix possédant une profondeur basse et résonnante, qui tranchait le silence comme une corde de violoncelle. Mon père vend le travail de mon esprit pour garder un toit sur une maison qui me considère comme une contagion. Je suis le fantôme qui équilibre les comptes pour que ma sœur puisse danser en soi. Il utilise des pinces en argent pour manipuler mes rapports, de peur d'attraper la maladie de mon imperfection. Arthur s'approcha de l'immense bureau, son regard se déplaçant délibérément sur les colonnes de données scrupuleuses. Je me suis assis à la table de votre père ce soir, et j'ai observé un homme qui ne pouvait pas expliquer sa propre prétendue intuition. Il a l'encre bleue d'un simple commis sur le pouce, alors que vous portez l'encre sépia d'un maître. Il comprend le prix de tout et la valeur de rien. Il fit un geste vers les pages ouvertes du grand livre privé, les colonnes de chiffres se tenant comme des soldats disciplinés sur le parchemin. Ce calcul ici, continua Arthur, sa voix prenant une douceur feutrée et orageuse, celui concernant les champs en jachère. Vous proposez une rotation qui défie le cycle traditionnel de 3 ans. C'est un risque très calculé. Le sol est épuisé, répondit Sarah, sa posture se redressant alors que le territoire familier de son expertise éclipsait momentanément sa peur. La passion pour le travail alluma une soudaine étincelle lumineuse dans ses yeux. Si nous continuons à exiger du blé de champs qui n'ont plus rien à donner, nous exploitons notre propre avenir. J'ai proposé un cycle de 5 ans avec du trèfle et du navet pour restaurer l'azote dans la terre. De plus, la réamortisation des tenures du Nord nécessite un délai de grâce de 2 trimestres pour éviter les défauts de paiement en masse. Mon père croit que c'est un gaspillage insensé de réserves liquides. Il veut la récolte immédiatement et les loyers collectés sans pitié pour payer la prochaine saison de Lucinda à Londres. Il calcule un avenir qui ne peut mathématiquement pas exister, répondit Arthur avec une indignation vive et glaciale. Il regarde une cicatrice et y voit une dette. Je regarde cette pièce et je vois un esprit qui a maîtrisé la volatilité du marché. Pendant la guerre en Espagne, j'ai appris que la logistique et les chiffres ne mentent pas. Les hommes mentent pour masquer leur profonde défaillance. Votre père est un homme creux, debout sur les fondations que vous avez construites de vos propres mains. L'erreur de 300 livres sur les taux d'intérêt n'était pas un accident. C'était une dissimulation délibérée de sa part, que vous avez diligemment corrigée dans les marges. Vous n'avez pas détourné le regard, murmura Sarah, son regard tombant brièvement sur un miroir voilé se trouvant dans le coin le plus éloigné de la pièce. C'était le seul objet recouvert de draps de protection.
Mon père insiste sur le fait qu'un homme de votre rang exige un visage comme celui de Lucinda, sans marque, sans ombre et parfaitement docile. J'ai passé 7 ans à regarder des visages sans marque, dit Arthur, son ton devenant farouchement protecteur. Et je les ai trouvés entièrement dépourvus de caractère. Être vu par la bonne personne n'est pas un danger, Sarah. C'est la seule sécurité digne de ce nom. Vous avez été le maître silencieux et souffrant de la maison, alors qu'il vous traitait comme sa plus profonde honte. Je ne suis pas ici pour Lucinda. Je ne suis certainement pas ici pour une fusion commerciale avec Silus. Je suis ici pour la personne qui a sauvé Ashford Hall des ombres. Sarah sentit le tremblement soudain et terrifiant d'un fardeau partagé. Pendant 7 longues années, elle avait été la seule à connaître le chemin du salut, portant seule le poids écrasant de la survie du domaine. Et maintenant, ce duc blessé, un homme qui commandait de vastes fortunes et un respect sans bornes, regardait ses mains tachées comme si elles étaient une marque de véritable noblesse. La porte était verrouillée pour une raison, dit-elle d'urgence, jetant un coup d'œil vers le couloir. Pour le monde, je suis une tragédie à cacher. Pour mon père, je suis un secret nécessaire. Si vous me sortez de cette pièce, vous prenez la seule chose qui maintient cette famille solvable. Il détruira tout avant de permettre que sa fierté soit démantelée publiquement. Alors qu'ils se battent, gronda Arthur, sa voix tombant à une fréquence basse et dangereuse qui résonna dans sa poitrine. J'ai combattu des ennemis bien plus redoutables qu'un homme vaniteux qui cache sa fille pour voler son génie. Il pense vous avoir enfermé, mais il a simplement préservé la seule chose dans cette maison qui vaille la peine d'être sauvée. Je vais retourner à la salle à manger maintenant, mais sachez cette vérité et liez-la à votre cœur. La serrure de cette porte a été brisée, non seulement par l'instrument archaïque que j'ai laissé dans la serrure, mais par le fait irréfutable que je vous ai vu. Arthur tendit la main. Pour la première fois en 7 ans, quelqu'un la toucha avec une révérence absolue. Ses doigts effleurèrent sa joue. Pas le côté cicatrisé, mais la peau douce et sans défaut de sa joue droite. Le contact était léger, scrupuleux, et portait le poids profond d'une promesse silencieuse. Sarah ne se retira pas. Elle s'appuya contre le contact pendant un seul battement de cœur brisé, ses yeux se fermant, alors que la première larme qu'elle s'était autorisée depuis l'accident traçait un chemin sur la carte de sa survie. Les larmes n'étaient pas éternelles, réalisa-t-elle, mais ce moment fragile pourrait l'être. Arthur recula, son regard fixe entièrement sur le sien, jusqu'à ce qu'il atteigne le seuil de la pièce. Il ne ferma pas complètement la lourde porte en acajou. Il la laissa entr'ouverte, permettant à une lueur de lumière dorée et chaude de sa bougie solitaire de percer l'obscurité oppressante du couloir isolé. Il fouilla dans la poche de son gilet et en sortit une petite et lourde pièce de 6 pence en argent, la plaçant délibérément sur le bureau. « Un acompte » déclara Arthur, ses yeux se fixant sur les siens avec une intensité inébranlable, sur un partenariat bâti sur la fondation solide de la vérité. « Je reviendrai demain soir. Préparez les comptes de la ferme du domaine pour mon examen. Je serai là, » murmura Sarah, sa voix tremblante, mais trouvant un nouveau centre de gravité. « Je n'ai nulle part où aller. Mon père s'attend à ce que les fiançailles officielles avec Lucinda soient annoncées au bal la semaine prochaine. Il ne vous laissera pas parcourir ces couloirs sans contestation, longtemps une fois qu'il réalisera que son atout n'est plus docile. Que Silas Montgomery Ashford s'attende à ce qu'il veut, promit Arthur, sa voix aussi froide et inflexible que la fonte. Il équilibre un grand livre que je suis sur le point de déchirer en morceaux. Arthur se tourna et s'éloigna, ses lourdes bottes résonnant d'un nouveau but rythmique et imparable. La maison respirait encore, la pression suffocante se déplaçant enfin dans les anciens couloirs. L'architecture de l'âme avait été mise à nu, mais le danger de la haute société ne faisait que commencer. Alors qu'il descendait le grand escalier vers le rez-de-chaussée, il pouvait déjà entendre le rire aigu et cassant de Silus venant de la salle à manger, ignorant totalement que le secret bien gardé de ses chambres scellées venait d'être démasqué. Sarah Elizabeth Ashford se tenait seule près de son immense bureau d'érudit, regardant la porte enfin entr'ouverte et la pièce d'argent brillante reposant sur son travail. La serrure était brisée physiquement et spirituellement, mais elle était toujours confinée dans les murs d'Ashford Hall, et le bal de fiançailles imminent se profilait comme une violente tempête à l'horizon. Le grand livre de sa vie n'était plus un registre solitaire et oublié,
C'était maintenant un compte ouvert dangereux qu'Arthur Julian Thorne avait bien l'intention de régler. La pièce de 6 pence en argent resta sur le bureau, un petit poids frais qui semblait ancrer toute la pièce contre les vents hurlants de la campagne anglaise. Dans une rare dérogation à son rituel nocturne, Sarah Elizabeth Ashford ne prit pas l'été noir. Alors que minuit approchait, elle s'assit dans un silence qui n'avait plus de dents, mais plutôt un doux bourdonnement d'attente. La lourde porte en acajou de son confinement n'était pas simplement entr'ouverte. C'était une invitation, une brèche dans la forteresse de son isolement que Silas Montgomery Ashford aurait considéré comme un échec catastrophique de la gouvernance domestique. La maison elle-même semblait sentir le changement, les anciens planchers s'affaissant avec un grognement silencieux. Sarah regarda la lueur de lumière dorée se déversant du couloir. Son cœur une chose calme et mesurée qui commençait à prendre un nouveau rythme. Elle traça le bord de la pièce d'argent, un rappel brutal qu'elle était liée à un monde au-delà de sa prison. La nuit suivante, le son l'atteignit avant l'homme. Ce n'était pas le pas pressé d'un domestique craignant la colère du maître, ni la démarche lourde et arrogante de Silas Montgomery Ashford. C'était une démarche délibérée et rythmique qui parlait d'un gentleman qui se déplaçait dans le monde avec une précision militaire, mais possédait l'âme scrupuleuse d'un érudit. Arthur Julian Thorne revint exactement comme il l'avait promis, les lourdes ombres du couloir s'écartant autour de sa carrure imposante. Il ne portait pas de pince en argent pour manipuler son travail, et il n'offrait aucun ricanement de dégoût. Il entre dans la pièce avec une subtile inclinaison de la tête, ses iris d'acier, rappelant un crépuscule imminent, trouvant immédiatement le visage de Sarah. Il ne regarda pas la carte argentée de sa cicatrice, comme si c'était une difformité. Il regarda ses yeux comme s'il cherchait les coordonnées d'une carte qu'il commençait à peine à lire. « Vous avez préparé les comptes de la ferme du domaine, je vois, » remarqua Arthur, sa voix un baryton bas et résonnant qui remplit l'air stagnant de l'aile isolée, comme la chaleur d'un foyer nouvellement allumé. Il n'attendit pas une invitation pour s'asseoir. Il prit la chaise en face de son immense bureau d'érudit, un meuble simple et robuste qui parut soudain petit sous sa présence imposante. L'odeur de bergamote et de cuir poli repoussa doucement l'odeur de pierre humide. « Ils sont aussi honnêtes que le sol le permet », répondit Sarah Elizabeth Ashford, ses doigts tachés d'encre se déplaçant pour ouvrir le grand livre privé relié de cuir. Elle sentit une étrange friction intellectuelle, alors que son regard suivait ses mouvements, traquant la précision de ses mains. Ce n'était pas l'examen d'un juge, mais la reconnaissance absolue d'un père. La ferme du domaine a été profondément négligée, votre grâce. Silas Montgomery Ashford considère la terre comme un créancier à presser, plutôt qu'une entité vivante à cultiver. Il a reporté l'entretien des murs de pierre et des fossés de drainage pendant 3 années consécutives, simplement pour financer les rénovations somptueuses de la salle de bal ouest. Arthur se pencha en avant, sa main planant sur le parchemin, avant de pointer une ligne de chiffres lourdement annotée. Et ici, vous avez détourné les bénéfices de la tonte de laine de printemps vers le fonds de réparation des locataires. Une démarche scrupuleuse nécessitant une bonne dose d'arithmétique créative, bien que je soupçonne que Silas ignore totalement cette redirection. Il ne voit que la somme finale, pas l'architecture du voyage nécessaire pour l'atteindre, murmura Sarah, une légère pointe d'esprit sec touchant les coins de sa bouche. Un grand livre est la seule pièce honnête dans un monde construit sur des mensonges dorés. Si je peux cacher la survie d'une douzaine de familles de locataires dans les marges d'un projet de vanité, je considère que c'est une dette bien gérée. Arthur Julian Thorne se pencha en arrière, ses yeux gris se plissant dans une profonde appréciation. Il avait enduré son deuil comme un hiver implacable pendant 7 ans, un état d'existence gelé, qui avait fait paraître l'artifice social de la capitale comme une pantomime superficielle. Mais ici, dans ce mausolée de pièces éclairées à la bougie, il trouvait une parité intellectuelle qu'il avait depuis longtemps cessé d'espérer. Il regarda la façon dont la lumière de la bougie attrapait la courbe vive et intelligente du front de Sarah. « Vous parlez d'argent comme s'il s'agissait d'une constitution morale », observa Arthur, sa voix s'adoucissant. « La plupart des femmes de votre rang apprennent qu'un grand livre est une corvée fastidieuse et que l'arithmétique est le domaine des commis. Où avez-vous appris à voir l'âme dans les chiffres? L'isolement est un profond professeur, monsieur, répondit Sarah Elizabeth Ashford, son regard tombant un instant sur l'encre sombre de ses doigts.
Quand le monde décide que vous êtes un fantôme, vous vous mettez à chercher des choses qui possèdent une réalité permanente. Les calculs ne changent pas leur nature fondamentale en fonction de l'éclairage d'une salle de bal. Ils ne regardent pas un visage cicatrisé et y voient une tragédie. Ils sont, tout simplement. Dans l'arithmétique, j'ai trouvé un moyen de rester solvable en esprit quand Silas Montgomery Ashford m'a dit que j'étais simplement une honte à cacher. La conversation changea alors, s'éloignant de la logistique des rendements céréaliers pour entrer sur le territoire de la philosophie. Pendant 2 heures, Arthur resta dans l'aile est, discutant de la gestion de la terre comme s'il s'agissait d'une confiance sacrée. Ils parlèrent de la guerre d'Espagne, bien qu'ils ne parlât pas des batailles. Ils parlèrent des mathématiques brutales des lignes d'approvisionnement et du poids écrasant de la responsabilité qui accompagnait le commandement. Arthur se retrouva à lui parler du silence des camps la nuit, un silence qui, comme le sien, était une chose vivante qui pouvait mordre, et de la façon dont un homme peut se perdre dans les cartes et les grands livres d'une campagne jusqu'à oublier complètement la couleur du soleil. L'intimité tranquille de leur échange fut interrompue lorsque Madame Holloway apparut sur le seuil, portant un petit plateau d'argent avec 2 tasses de thé fumant et une simple assiette de biscuits à l'avoine. Le visage buriné de la gouvernante resta un masque de droiture de fer, mais il y avait une lueur de quelque chose de profondément triomphant dans ses yeux, alors qu'elle regardait entre le duc et la jeune fille qui avait été enterrée vivante. Elle posa délicatement le plateau sur le bord du bureau et se retira. Elle ferma la porte derrière elle avec un clic doux, un son qui ressemblait bien plus à une protection qu'à une prison. C'est une loyauté rare dans une maison qui semble prospérer sur la trahison, nota Arthur Julian Thorne, regardant la vapeur s'élever de sa tasse. Le riche parfum de bergamote et de cuir de son manteau se mêlait parfaitement au doux parfum des lilas bleus posés sur le bureau, créant un pont sensoriel entre son monde expansif et le sien, confiné. Madame Holloway est la seule personne qui m'a regardé sans y voir une tombe depuis 7 ans, répondit Sarah, sa voix ferme. Jusqu'à vous, votre grâce. Vous êtes la première personne qui a regardé le grand livre et la dame et les a vus comme la même entité. Arthur tendit la main, ses doigts effleurant le bureau en acajou poli près de la pièce d'argent. Être vu par la bonne personne n'est pas le danger. Sarah Elizabeth Ashford. C'est la seule sécurité digne de ce nom. Votre père croit qu'il me vend un partenariat commercial très rentable. Il pense qu'il échange le visage sans marque de Lucinda Mary Ashford contre mon influence. Il ne se rend pas compte que j'ai déjà vu la véritable architecte de cette maison. Les nuits qui suivirent établirent un schéma similaire, une progression rythmique secrète de joutes intellectuelles et d'espoir renaissant. Arthur Julian Thorne retournait à son bureau caché, après la fin des dîners officiels, s'éclipsant des monologues vantards de Silas Montgomery Ashford et des flirts vides de Lucinda. Il s'asseyait dans la lueur dorée des bougies de suif, 2 âmes qui avaient été gelées par leurs hivers respectifs, trouvant de la chaleur dans le travail partagé des comptes. Mais sous la surface de leur partenariat, une vérité plus sombre commençait à émerger des données. C'est la 4e nuit que Sarah sentit enfin le lourd poids du secret devenir insupportable. La confiance qui avait été construite pierre par pierre à travers leur silence partagé exigeait maintenant une dernière et dangereuse honnêteté. Elle regarda Arthur de l'autre côté du bureau. Il étudiait une carte du système de drainage du domaine, le front plissé de concentration. Il ressemblait à un homme qui valorisait l'intégrité plus que sa propre vie. Un homme dont la parole était aussi inflexible que le granit de sa demeure ancestrale. Il y a un autre grand livre, dit soudain Sarah Elizabeth Ashford, sa voix à peine un murmure. La maison sembla retenir entièrement son souffle, alors que les mots quittaient ses lèvres. Arthur Julian Thorne leva les yeux, ses yeux gris s'aiguisant instantanément. Un autre grand livre, au-delà du grand livre privé, que vous m'avez montré. Celui que je vous ai montré est la vérité sur la santé du domaine, expliqua Sarah, ses doigts tremblant légèrement, alors qu'elle cherchait sous le lourd rebord du bureau en acajou, à la recherche d'un loquet caché. C'est le registre de la façon dont la Terre survit, malgré la négligence. Mais il y a un second volume que Silas Montgomery Ashford croit que je ne tiens que pour son suivi privé absolu. C'est le registre de ses comptes personnels,
le grand livre des dettes dévastatrices qu'il a accumulées dans les maisons de jeu de la ville, et la manière précise dont il a secrètement liquidé le fonds fiduciaire familial pour les payer. Elle sortit un mince livre relié de noir du compartiment secret. Il n'avait pas le cuir élégant des autres volumes. Il semblait lourd de l'odeur de vieille fumée et de ruines désespérées. Elle le poussa sur le bois lisse vers lui, ses doigts maculés se retirant, comme si l'objet lui-même était une vile contagion. « Les chiffres ne mentent pas, Arthur, » dit-elle, utilisant enfin son prénom, abandonnant le bouclier protecteur de son titre. Mais les gens mentent à leur sujet avec une brillance dévastatrice. Si vous devez entrer dans un partenariat légal et financier avec cette famille, vous devez savoir que vous n'achetez pas seulement une participation dans la terre. Vous achetez une dette écrasante qui est constitutionnellement insolvable. Silas Montgomery Ashford détourne systématiquement des fonds du fidéicommis principal depuis 4 ans. Il n'est pas un homme de redressement financier astucieux. C'est un homme qui brûle la maison pour se tenir au chaud pendant un seul hiver. Arthur Julian Thorne prit le grand livre noir, ses mouvements incroyablement lents et scrupuleux. Il ouvrit les pages fragiles, ses yeux balayant les colonnes d'arithmétique accablantes, avec la précision clinique d'un chirurgien. Le silence dans la pièce devint instantanément froid, les ombres s'allongeant alors que la gravité de la révélation s'abattait sur eux. Il vit les retraits massifs, les prêts exorbitants cachés et l'effacement systématique du capital de base, le tout méticuleusement dissimulé par les rapports aseptisés que Sarah Elizabeth Ashford avait été forcée de fournir à la banque. « Il vous a forcé à cacher cela », dit Arthur, sa voix tombant à une fréquence basse et dangereuse qui vibra dans la pièce silencieuse. « Ce n'était pas une question. Je suis la plume, pas la main, » répondit Sarah, sa voix se brisant enfin, la façade stoïque se fracturant sous le poids de sa confession. Silas Montgomery Ashford m'a dit que si le fidéicommis principal était trouvé complètement vide, nous perdrions entièrement la maison. Il m'a dit que Lucinda Mary Ashford serait totalement ruinée et que je serais envoyé dans un cottage délabré dans le nord pour pourrir dans un véritable isolement. J'ai corrigé les erreurs pour sauver les fidèles domestiques, les fermiers locataires, et le seul monde que j'ai jamais connu. Mais en faisant cela, je suis devenu l'architecte réticente de sa grande tromperie. Arthur Julian Thorne se leva lentement du bureau, le grand livre noir serré dans sa grande main comme une arme. Il regarda Sarah Elizabeth Ashford, mais il ne vit pas une fille cicatrisée ou un fantôme pathétique. Il vit une femme d'une intelligence extraordinaire qui avait porté le poids moral massif d'une dynastie mourante sur ses épaules, tout en étant traitée comme sa plus profonde honte. Il contourna l'immense bureau, s'arrêtant à quelques centimètres de sa chaise, sa présence physique, un mur de protection imposant. « Vous n'êtes pas l'architecte de sa tromperie, Sarah, » gronda-t-il, ses yeux gris brûlant d'une lumière protectrice féroce et inébranlable. « Vous êtes la seule personne dans toute cette maison qui est restée moralement solvable, alors que tous les autres étaient totalement en faillite. Silas Montgomery Ashford vous a traité comme un actif sans nom et jetable, un fantôme pour exécuter ses ordres désespérés, tandis qu'il dilapidait les fondations mêmes que vous vous êtes battus si durement pour construire. Il vous a enfermé dans cette aile pour cacher sa profonde honte, pas la vôtre. Il ne permettra jamais que la vérité soit connue, murmura Sarah, le regardant, son cœur martelant contre ses côtes. Le bal de fiançailles est dans exactement 2 semaines. Silas Montgomery Ashford s'attend pleinement à annoncer votre union formelle avec Lucinda. Il croit qu'une fois les contrats de mariage signés, votre or comblera discrètement les trous massifs qu'il a creusés dans le fidéicommis. Il équilibre un grand livre que je suis sur le point de déchirer en morceaux, promit Arthur, sa voix dure comme le fer et inflexible. Il tendit la main sur le bureau, ses doigts saisissant la pièce de 6 pence en argent, avant de la placer avec un clic métallique sec sur le grand livre noir. Ce n'est plus un acompte sur un partenariat commercial, Sarah Elizabeth Ashford. C'est un vœu solennel de justification. Je n'épouserai pas un masque creux, et je ne permettrai pas qu'un esprit brillant comme le vôtre soit traité comme une dette à cacher dans le noir. Nous allons auditer cette maison, et nous le ferons en pleine lumière où tout le monde pourra clairement voir l'arithmétique de la vérité. Il tendit la main pour toucher la lourde serrure de la porte en acajou. Il ne la ferma pas, il l'ouvrit plus grand, permettant à la pleine lumière débridée du couloir de se déverser complètement dans son sanctuaire,
bannissant les ombres qui s'étaient accrochées au mur pendant 7 ans. Sarah regardait la porte grande ouverte, la pièce d'argent brillante reposant sur le grand livre de la reine, et enfin l'homme puissant qui l'avait regardé et y avait vu une véritable partenaire. La maison ne retenait plus son souffle. Elle exhalait la vérité longtemps réprimée de 7 longues années. Le danger s'intensifiait rapidement. La tempête approchait à grands pas, mais dans un changement profond depuis que le terrible accident de calèche avait bouleversé sa vie, Sarah sentit qu'elle n'était plus une simple ombre vêtue de vêtements de femme. Le salon d'Ashford Hall était un chef-d'œuvre de l'architecture de l'élégance étouffante. Un espace où l'air était épais de l'odeur de pommade française chère et du parfum envahissant des lys de serre. Sous la lumière scintillante d'une douzaine de lustres en cristal, la pièce semblait être un sanctuaire de richesse. Pourtant, pour Arthur Julian Thorne, elle ressemblait à un mausolée construit de mensonges dorés. Il était assis sur une chaise rigide en acajou, sa posture aussi scrupuleuse et inflexible qu'une ligne d'audit. Son regard observateur suivait la performance frénétique de la famille Ashford. Pendant des années, le duc avait porté son deuil comme un bouclier invisible, et il possédait une sensibilité aiguë à l'artifice désespéré des autres. Silas Montgomery Ashford se tenait près de la cheminée en marbre. Son torse était bombé d'une confiance contrefaite qui ne pouvait cacher le léger tremblement de ses mains manucurées, ni la façon dont son regard se portait vers les coins de la pièce, comme s'il cherchait une dette qu'il ne pouvait plus fuir. En face du duc, Lucinda Mary Ashford était assise avec une immobilité mélodieuse et étudiée. Sa robe de soie était d'une teinte de prime vert pâle qui aurait dû signaler le printemps, mais qui ressemblait plutôt au linceul d'une saison mourante. Elle était une vision de perfection sociale. Chacun de ses mouvements était calculé pour capter l'attention de l'homme qui détenait les clés du salut financier de leur famille. Arthur l'observa avec un détachement clinique, son esprit se retirant constamment vers le sanctuaire froid et parfumé à l'encens du couloir verrouillé, et la femme qui y existait comme un brillant fantôme invisible. Le contraste était une friction violente dans son esprit. Ici se trouvait la façade, douce et sans ombre, tandis qu'à l'étage restait la véritable architecture d'une âme construite par le travail honnête de survivre dans le noir. « Votre grâce a été remarquablement silencieuse ce soir », remarqua Lucinda. Sa voix était une clochette tintinabulante qui manquait de la profondeur résonnante de la femme qu'Arthur avait quittée quelques heures auparavant. Elle prit un petit volume qui reposait sur la table à thé, ses mouvements répétés pour paraître accidentels. « Peut-être êtes-vous fatigué par les affaires du domaine. Je trouve que lorsque le monde devient trop lourd de chiffres et de grands livres, le seul refuge se trouve dans la beauté des arts. J'ai travaillé sur quelque chose, une petite réflexion sur la nature des lilas bleus qui poussent sous ses fenêtres. » Arthur Julian Thorne sentit une vive étincelle glaciale de reconnaissance, alors que Lucinda ouvrait le livre et commençait à lire. Les mots n'étaient pas les futilités fleuries et vides d'une débutante. Ils possédaient une honnêteté intellectuelle déchiquetée et une précision rythmique qui parlait d'un cœur qui avait regardé le silence et y avait vu ses dents. C'était un poème sur la mer, sur la façon dont les vagues ne s'excusent pas pour le sel qu'elles laissent derrière elles, et sur une âme qui reste solvable même lorsque le monde tente de liquider sa dignité. Arthur connaissait ces mots. Il reconnut la logique penchée et élégante de l'encre sépia qui vivait dans l'esprit de Sarah Elizabeth Ashford. Le vol intellectuel était si flagrant, si scrupuleusement cruel, qu'il dut agripper les bras de sa chaise en acajou pour s'empêcher de dire une vérité qui briserait le salon en 1000 éclats de verre. « C'est une composition magistrale, mademoiselle Ashford, » dit Arthur. Sa voix tomba à une fréquence basse et dangereuse qui fit s'arrêter Silas Montgomery Ashford dans son pas nerveux. Le duc se pencha en avant, son regard se fixant sur celui de Lucinda avec l'intensité d'un prédateur qui a trouvé la faille dans un piège. La métaphore concernant la marée comme un créancier est remarquablement sophistiquée. « Expliquez-moi, comment êtes-vous arrivé à l'imagerie spécifique de l'eau tachée d'encre? Cela semble un choix plutôt cru pour une dame de vos sensibilités raffinées. » Le sourire de Lucinda vacilla une fraction de seconde. Ses doigts voltigèrent sur le manuscrit volé, comme pour tenter de maintenir physiquement le génie volé en place. « C'était une question d'intuition, votre grâce. Je trouve que lorsqu'on ressent profondément, les mots s'arrangent simplement sur la page. Tout comme les contes que mon père gère, le poème n'est qu'un reflet d'un ordre naturel. L'intuition,
répéta Arthur, les mots sonnant comme un lourd jugement dans l'air parfumé. Il regarda vers Silas, qui hochait vigoureusement la tête, ignorant totalement que le duc tenait actuellement le grand livre noir de sa propre ruine dans son esprit. Arthur pensa à Sarah à l'étage dans l'ombre, avec les doigts souillés, gérant la volatilité d'un maître, tandis que sa sœur était assise ici, essayant de porter son génie comme un manteau emprunté. L'injustice de la situation était un poids physique, une dette d'honneur qui exigeait un paiement immédiat. Il sentit la lourde pièce de 6 pence en argent dans sa poche. C'était la même pièce qu'il avait offerte comme un vœu silencieux de justification, et elle lui semblait un charbon ardent contre sa cuisse. « Je trouve fascinant, » continua Arthur, son ton froid et inflexible comme la fonte. Comment la voix dans ses vers correspond à la voix dans les lettres que j'ai reçues concernant les tenures du Nord. Il est rare de trouver une famille où chaque membre possède exactement la même cadence intellectuelle. C'est presque comme si toute la maison était gouvernée par un seul esprit brillant qui reste curieusement invisible aux yeux du public. Silas Montgomery Ashford s'avança, son visage devenant d'un rouge profond et marbré. « Vous nous flattez, votre grâce. Nous, les Ashford, nous sommes toujours enorgueillis de notre approche constitutionnellement saine des affaires et des arts, mais ne nous attardons pas sur des futilités. Le bal de fiançailles est dans 2 semaines, et je suis certain que le beau monde est impatient d'entendre parler de l'union officielle entre nos maisons. Une fusion de Lord Thorne et de la beauté d'Ashford est un calcul qui ne peut tout simplement pas échouer. » Arthur Julian Thorne se leva, le mouvement si brusque que Lucinda sursauta, le manuscrit volé glissant de ses genoux sur le tapis. Il ne le ramassa pas. Il regarda Silas, ses yeux gris et froids dépouillant l'homme de sa vanité jusqu'à ce qu'il ne reste que le joueur désespéré et détourneur de fonds. Les âmes elles-mêmes semblèrent se pencher, le silence dans le salon si dense qu'il semblait avoir un poids physique. Arthur savait que le temps des joutes touchait à sa fin. Le grand livre de la famille Ashford était sur le point d'être audité en pleine lumière de la vérité, et il avait bien l'intention d'être celui qui signerait la somme finale et honnête. « Nous verrons ce que la lumière de la salle de bal révélera, Ashford, » promit Arthur. Sa voix était un tonnerre rythmé qui résonna dans le foyer alors qu'il s'éloignait sans prendre congé formellement. Il ne se dirigea pas vers ses appartements d'invités. Il sentit l'attraction de l'aile est, le besoin viscéral de retourner dans la seule pièce honnête d'une maison construite de mensonges dorés. Le froid humide des anciens couloirs de pierre était un soulagement bienvenu après le parfum suffocant du salon. Mais en montant le grand escalier, il remarqua une ombre se déplaçant près du palier supérieur. C'était une ombre lourde et agitée qui portait l'odeur de tabac et une rage froide et menaçante. Silas n'était plus près de la cheminée. Le père avait suivi l'homme qu'il espérait piéger, et il se dirigeait vers la seule aile qu'il avait interdite au monde de voir. L'atmosphère dans le couloir supérieur de son confinement était passée du sanctuaire tranquille des nuits précédentes à un espace d'énergie chaotique. La lourde porte en acajou qu'Arthur avait laissée entr'ouverte comme symbole de sa protection avait été jetée grande ouverte, ses charnières en fer gémissant sous le poids d'une intrusion soudaine. À l'intérieur de la pièce, l'unique bougie de suif vacillait violemment, laissant l'espace baigné dans le violet contusionné du crépuscule. Sarah Elizabeth Ashford se tenait près de son immense bureau d'érudit. Sa colonne vertébrale était aussi droite qu'une ligne de grands livres. Ses doigts teints agrippaient fermement le bord du bois poli. En face d'elle, Silas Montgomery Ashford était une silhouette de panique incontrôlée. Sa respiration était lourde et syncopée, son visage tordu en un masque de désespoir aristocratique. « Tu as été vu ?» siffla Silas. Sa voix était un râle déchiqueté qui déchira l'air parfumé au lilas. Il tenait l'artefact oppressant dans ses mains. C'était l'instrument même de son isolement de 7 ans, et il regardait la porte ouverte avec une terreur qui s'était transformée en un besoin tyrannique de contrôle. J'ai trouvé la serrure tournée. J'ai trouvé des traces de bergamote et de cuir dans une pièce qui ne devrait sentir que ta honte. Tu as permis à cet homme d'entrer dans ce sanctuaire de ton échec, et ce faisant, tu as menacé les fondations mêmes de la survie de cette famille. Sarah ne tressaillit pas, bien que la lourde clé en laiton dans son poing fût un rappel terrifiant du pouvoir physique qu'il détenait sur sa vie. Elle regarda son père, ses yeux gris inflexibles et honnêtes. « La serrure n'a pas été brisée, père.
Elle a été ouverte par un homme qui possédait le courage de regarder l'arithmétique de la vérité. Arthur Julian Thorne n'a pas vu une contagion ou une tragédie. Il a vu l'esprit qui a tenu vos créanciers à distance pendant 7 longues années. Il connaît le grand livre noir. Il connaît les prêts de Londres et le détournement de fonds du fidéicommis principal. Silas rugit, le son d'un animal acculé, et il frappa du poing sur le bois poli du bureau de l'érudit, faisant trembler un délicat encrier en porcelaine qui était là depuis une génération. L'encre sépia se répandit sur le plancher, comme une tache sombre et grandissante. Il ne sait rien. Il sait ce que je lui permets de voir. Tu es un fantôme, Sarah. Un chagrin portant un manteau de femme que j'ai nourri et abrité par une pitié que tu ne mérites pas. Si tu penses que ces yeux gris te sauveront de la réalité de ton visage cicatrisé, tu es plus illusionné qu'un habitant de Bedlam. Il s'approcha, levant le lourd instrument en métal, comme s'il avait l'intention de sceller physiquement la brèche qu'Arthur avait faite. La porte sera verrouillée, non seulement avec du laiton, mais avec du fer et de la pierre. Tout était censé être le paiement invisible pour notre position continue, une dette gérée en silence et jamais reconnue. J'informerai le duc que ta maladie a progressé vers une folie violente. Je te ferai envoyer à l'asile isolé du Nord, avant que le soleil ne se lève sur le bal de fiançailles. Lucinda aura sa saison, et j'aurai mon heure, et tu pourriras dans le silence que tu aimes tant. Madame Halloway apparut alors sur le seuil, son visage un masque de discipline gris argenté, qui se fissura enfin, pour révéler une lumière protectrice féroce et inflexible. Elle ne parla pas, mais elle se tint entre Silas et le bureau, sa main reposant sur la lourde porte en acajou, comme pour l'empêcher de la refermer un jour. La présence de la gouvernante était un audit silencieux de la faillite morale de Silas. C'était un rappel que la loyauté de la maison n'appartenait pas au maître des titres, mais à la femme de substance. « Écartez-vous, Halloway », ordonna Silas, sa voix tremblant d'une vanité désespérée. « C'est une affaire de la lignée Ashford. Cette fille est une dette qui doit être effacée avant qu'elle ne nous mette tous en faillite. Je suis la main qui signe le nom, et je ne laisserai pas l'imperfection de ma fille jeter une ombre sur le seul atout commercial qu'il me reste. » Sarah Elizabeth Ashford bougea alors, contournant la fidèle gouvernante pour faire face à son père dans la pénombre. Elle ne cacha pas son visage cicatrisé. Elle garda la tête haute, la carte argentée de son histoire, une marque de résilience qui faisait paraître les traits soignés de Silas, comme une façade peinte bon marché. Vous n'êtes pas la main, père. Vous n'êtes que l'encre qui brouille la vérité. L'arithmétique est terminée. Sa grâce a vu l'architecture de mon âme, et il l'a trouvée constitutionnellement saine. Vous pouvez verrouiller cette porte avec du fer et du bois, mais vous ne pouvez pas interdire le fait que je ne suis plus invisible. Le silence dans la pièce semblait vivement venimeux, mais ce n'est pas le silence qui brisa finalement Silas Montgomery Ashford. C'est l'ombre imposante qui tomba soudainement sur le seuil. Arthur Julian Thorne entra pleinement dans la lumière violette contusionnée de la pièce, son regard glacial fixé sur l'homme plus âgé, avec le jugement absolu et inflexible d'une haute cour. Le duc n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Sa simple présence était un poids physique, une manifestation vivante de la vérité que Silas avait tenté d'enterrer. Il se tenait épaule contre épaule avec Sarah, un bouclier incassable de pouvoir aristocratique et de clarté morale. Silas laissa tomber la lourde clé. Le métal heurta le plancher avec un son de ponctuation finale. Il regarda la femme tachée d'encre, la gouvernante défiante, et le duc, qui se tenait maintenant en garde devant elle. Il réalisa, avec une nausée, que l'aile est n'était plus un mausolée pour sa fille, mais une salle d'audience pour ses propres crimes. Sans un seul mot, Silas se tourna et s'enfuit dans l'obscurité du couloir, ses pas une retraite frénétique et rythmique qui signalait la fin de son règne de tyrannie de 7 ans. Sarah se tenait au centre de la pièce, sa respiration lente et scrupuleuse. Elle regarda la porte grande ouverte et la lumière dorée du couloir qui refusait de s'éteindre. Le danger n'était pas terminé. Le bal de fiançailles se profilait comme une tempête à l'horizon, mais la serrure de son âme avait été brisée au-delà de toute réparation. Elle regarda ses doigts tachés d'encre violette contusionnée et ressentit un soudain et profond sentiment d'appartenance. La maison ne retenait plus son souffle. Elle commençait enfin à expirer profondément. La nuit du bal de fiançailles arriva non pas comme une célébration,
mais comme un audit final, et désespéré du crédit restant de la famille Ashford. Ashford Hall était un chef-d'œuvre de l'architecture de l'élégance étouffante. Un espace où chaque bougie vacillante et chaque mètre de soie était un calcul conçu pour cacher la pourriture sous le plancher. La grande salle de bal, que Sarah Elizabeth Ashford avait sauvée des créanciers par des mois d'arithmétique scrupuleuse, était maintenant un champ de bataille de commerce social. L'air était épais de l'odeur de pommade française chère, du parfum envahissant des lys de serre, et de la saveur métallique distincte de la peur froide qui émanait de Silas Montgomery Ashford. Sous la lumière scintillante de 3 immenses lustres en cristal, la pièce semblait être un sanctuaire de richesse. Ces constellations impitoyables semblaient juger les âmes mêmes de ceux qui se rassemblaient en dessous. Pour Arthur Julian Thorne, cependant, elle ressemblait à un mausolée construit de mensonges dorés, un lieu où le silence n'existait pas simplement, mais possédait des dents qui rongeaient sa patience. Silas se tenait près de la cheminée en marbre dans le hall de réception, le torse bombé comme un paon. Il projetait l'image d'un suzerain qui tenait les rênes d'une dynastie florissante. Il portait un manteau de laine bleu marine profond, qui avait coûté plus cher que la chaumière d'un locataire. Ce vêtement était destiné à masquer le léger tremblement de ses mains manucurées. Ses yeux, plats et inflexibles comme l'ardoise d'une cheminée froide, se portaient vers le grand escalier chaque fois que les lourdes portes d'entrée s'ouvraient pour admettre un autre membre de la noblesse terrienne. Il était l'architecte de son propre effondrement. C'était un homme qui avait passé 7 ans à traiter l'esprit de sa fille aînée comme une dette secrète à cacher. Tandis qu'il dilapidait le fidéicommis familial dans la vanité des maisons de jeu de Londres, Sarah avait été celle qui maintenait le domaine solvable depuis sa chambre verrouillée. À côté de lui, Lucinda Mary Ashford était une vision de soie douce et de sourires étudiés. Sa robe prime vert était d'une teinte qui aurait dû signaler le printemps, mais qui ressemblait plutôt au linceul d'une saison mourante. Lady Elelana Thorne, la duchesse douairière, était assise sur une chaise rigide, en acajou près de l'orchestre. Sa posture était aussi scrupuleuse et inflexible qu'une ligne d'audit. C'était une femme d'une droiture de fer et une voix comme du silex aiguisé. Son esprit vif et acéré avait démantelé plus d'un prétendant au cours de ses 40 ans dans la capitale. Elle tenait une canne à pommeau d'argent dans une main et un mouchoir en dentelle dans l'autre. Ses yeux gris et froids, de la teinte exacte de ceux de son fils, observaient Silas avec un détachement clinique. Elelana avait porté son propre deuil pendant 7 ans depuis le décès de son mari, et elle possédait une sensibilité aiguë à l'artifice désespéré des autres. Elle regarda la façon dont le regard de Silas évitait le sien. Elle sentit l'atmosphère lourde et stagnante du manoir figé en animation suspendue. Pour Eleanor, il fallait regarder la structure interne de l'âme pour déterminer la véritable stabilité de toute structure humaine. « Vous semblez remarquablement agité, Monsieur Ashford », remarqua Lady Elelana, sa voix coupant le bavardage léger des invités, arrivant comme une lame. On pourrait penser qu'un homme sur le point de sceller une union avec la maison de Thorne serait plus à l'aise. Sauf si, bien sûr, le grand livre de vos attentes n'est pas aussi équilibré que vous voudriez nous le faire croire. Silas força un rire, un son de verre brisé qui résonna inconfortablement contre le haut plafond voûté. Vous possédez un esprit redoutable, Lady Eleanor. Je vous assure, mon cœur est simplement plein. Cette soirée représente l'aboutissement d'années de culture soignée. Les maisons Ashford et Thorne sont constitutionnellement alignées dans leurs valeurs, n'est-ce pas? Les valeurs sont souvent comme la peinture sur un mur qui s'effrite, monsieur, répondit Elelana, son regard se déplaçant vers le grand escalier où Arthur Julian Thorne descendait. Il faut regarder les fondations du cœur pour voir si un homme tiendra bon lorsque les tempêtes arriveront. Mon fils a passé les 2 dernières semaines à étudier les fondations de ce domaine avec une rigueur que je n'ai pas vue depuis ses jours en Espagne. Je soupçonne qu'il a trouvé quelque chose de bien différent de la façade que vous avez présentée. Arthur les rejoignit, sa présence dominant le foyer. Il n'était plus un réceptacle creux de deuil. Ce soir, il était un duc qui avait trouvé sa partenaire. Il se déplaçait avec une démarche délibérée et rythmique, qui parlait d'une résolution absolue. Ses yeux gris et froids se fixèrent sur Silas, avec une férocité qui fit reculer l'homme plus âgé d'un demi-pas. Dans sa poche, Arthur sentit le poids lourd et froid de l'ancien passe-partout,
l'instrument de l'isolement de 7 ans de Sarah. À côté se trouvait une page pliée du grand livre privé, un témoignage de la brillance qu'il avait découverte derrière la porte verrouillée. Il regarda Lucinda, qui offrit un sourire mélodieux et vide, et il sentit une friction violente dans son esprit. Voici le masque doré. Tandis que dans l'ombre de ces quartiers isolés, la véritable sauveuse de la maison restait enterrée sous la honte d'un père. « Les invités sont assemblés, votre grâce », murmura Silas, sa voix se tendant alors qu'il sortait une petite boîte doublée de velours de son gilet. À l'intérieur se trouvait la bague de fiançailles des Ashford, un lourd cercle de pierres froides qui avait appartenu à une génération plus honorable. « Je crois que l'heure est appropriée pour l'annonce officielle. Le beau monde est impatient d'assister à l'union de la beauté et du pouvoir. » Arthur ne regarda pas la bague. Il regarda à travers Silas, comme si l'homme était de verre. Une union doit être construite sur une fondation solide de vérité. Ashford. Si l'on prend plus que l'on ne donne, la dette finit par se payer sous forme d'une insolvabilité morale complète. Êtes-vous certain de vouloir signer ce contrat en pleine lumière de cette salle de bal? J'en suis tout à fait certain, répondit Silas, son désespoir éclipsant finalement sa prudence. Il fit signe à l'orchestre de s'arrêter. Le silence soudain dans la pièce pesa sur les invités comme une marée froide montante. Les invités se tournèrent, une mer de soie et de dentelle s'immobilisant alors que Silas montait sur l'estrade. « Mes seigneurs, mesdames et messieurs, c'est avec un profond sentiment de fierté que j'annonce les fiançailles officielles de ma fille, Lucinda Mary Ashford, avec le duc de Thorne. Ce partenariat représente une restauration de la position de notre famille et un avenir radieux pour le nom Ashford. » La salle éclata en applaudissements polis et étudiés, mais le son s'éteignit instantanément alors qu'Arthur Julian Thorne s'avançait. Il ne prit pas la main de Lucinda. Il n'accorda aucune attention à la bague. Il se tint au centre de l'estrade, sa voix un tonnerre rythmé qui résonna dans chaque coin de la salle de bal étouffante. « Je n'épouserai pas un masque, » déclara Arthur, les mots sonnant comme un lourd jugement dans l'air parfumé. « Et je n'entrerai pas en partenariat avec un homme qui considère la brillance d'un esprit comme une dette à cacher dans le noir. Pendant 2 semaines, j'ai audité les comptes de cette maison. J'ai regardé le grand livre privé, et j'ai regardé le grand livre noir de la propre ruine de Silas Montgomery Ashford. J'ai découvert que le génie que je cherchais, l'auteur des stratégies qui ont sauvé ce domaine des ombres, ne réside pas dans la femme qui se tient à mes côtés. » Un hoquet collectif parcourut les invités. Le visage de Lucinda devint aussi pâle que sa robe prime vert, son immobilité mélodieuse se brisant en un tremblement de panique visible. Silas tenta de parler, sa bouche s'agitant comme un poisson pris dans un filet. Mais Lady Elelanena se leva de sa chaise, sa canne à pommeau d'argent frappant le plancher avec un son sec et final. « Mon fils parle de la fille que vous avez enterrée vivante, monsieur, » dit Lady Eleanor, sa voix résonnant d'une indignation féroce et inflexible. La femme qui a passé 7 ans les doigts tachés d'encre violette contusionnée, gérant la volatilité de vos échecs tandis que vous la traitiez comme une contagion. Nous ne laisserons pas le nom de Thorne être utilisé pour cacher la lâcheté d'un tyran qui enterrerait sa fille pour voler son génie. Elle est malade, rugit Silas, sa voix se brisant d'une vanité désespérée. C'est une tragédie qui n'est pas digne d'être vue. Son visage est une marque de son propre échec, et son esprit est... Son esprit est la seule chose dans cette maison qui est constitutionnellement saine, interrompit Arthur, ses yeux gris brûlant d'une lumière protectrice féroce. Il fouilla dans sa poche et produisit l'instrument de son confinement, le tenant en l'air pour que toute la salle de bal le voie. Vous l'avez enfermé dans l'aile est, pour cacher votre propre honte profonde, pas la sienne. Vous avez volé son génie, pour garder un toit sur votre tête, tandis que vous dilapidiez le fidéicommis familial. Je n'épouserai pas Lucinda Mary Ashford. Je ne signerai pas un contrat bâti sur un mensonge. Arthur se tourna vers le laquais qui se tenait près des grandes portes. « Ouvrez la maison », ordonna-t-il, sa voix froide et inflexible comme la fonte. « Amenez-moi la femme qui gère réellement ce domaine. Amenez-moi Sarah Elizabeth Ashford, et laissez-la se tenir dans la lumière, où son esprit pourra enfin être vu pour le chef-d'œuvre qu'il est. » Le silence était un miroir reflétant la laide vérité que Silas avait tenté d'enterrer. Silas tenta de barrer le passage, son visage tordu en un masque de panique incontrôlée.
Mais le poids de l'autorité ducale d'Arthur était une force inamovible. Le duc n'attendit pas un domestique. Il se dirigea vers le grand escalier, ses lourdes bottes résonnant d'un nouveau but rythmique. La maison ne retenait plus son souffle. Elle exhalait la vérité longtemps réprimée de 7 ans. Arthur ouvrit la voie vers l'aile est, les invités suivant dans une procession choquée et syncopée qui reflétait la marche de la justice. Lorsqu'ils atteignirent la lourde porte en acajou, Arthur n'utilisa pas la clé. Il regarda Silas, qui se recroquevillait dans les ombres du couloir, et il poussa la porte grande ouverte. Sarah Elizabeth Ashford se tenait près de son immense bureau d'érudit, sa colonne vertébrale aussi droite qu'une ligne de grands livres. Elle ne portait ni soie, ni bijoux, ni masque. Ses doigts étaient fortement tachés d'encre violette contusionnée, et la carte argentée et déchiquetée de son histoire était visible pour que le monde entier la voie. Elle ne tressaillit pas alors que la lumière dorée des invités de la salle de bal se déversait dans son sanctuaire. Elle regarda Arthur, ses yeux gris reflétant la même architecture de l'âme qui avait d'abord capturé son cœur. « Les comptes sont prêts pour l'audit final, Votre Grâce », dit Sarah, sa voix basse et résonnante, portant la cadence d'une femme qui avait passé 7 ans à apprendre la valeur de la vérité. Arthur Julian Thorne tendit la main, saisissant la sienne avec une révérence absolue. Il se tourna vers les invités assemblés, le cuir usé du grand livre privé, fermement tenu dans son autre main comme preuve de son industrie. « Voici la future duchesse de Thorne », déclara-t-il, sa voix une justification. Une femme dont l'esprit a sauvé cette maison et dont le caractère a dégelé un cœur que je croyais au-delà de la rédemption. L'aile est n'est plus verrouillée. La reconnaissance était complète. En pleine lumière de la vérité, la cicatrice sur le visage de Sarah fut vue non pas comme une horreur, mais comme une marque de résilience qui faisait paraître la beauté dorée de la salle de bal comme une façade peinte bon marché. Silas Montgomery Ashford baissa les yeux, son règne de tyrannie de 7 ans se terminant dans le silence de sa propre faillite morale. La maison commençait enfin à respirer profondément, et enfin, Sarah Elizabeth Ashford sentit la chaleur d'un soleil qu'elle avait depuis longtemps cessé d'espérer. Alors qu'elle commençait sa descente, le tonnerre rythmé de son propre cœur correspondait à la démarche lourde et mesurée d'Arthur Julian Thorne. Il marchait un demi-pas derrière elle. Il n'était plus un réceptacle creux de deuil. Ce soir, il était un bouclier inamovible d'autorité aristocratique. Ses yeux calmes, reflétant l'ardoise tranquille de l'horizon hivernal, étaient fixés sur la mer de soie en dessous, avec le jugement absolu et inflexible d'une haute cour. Les invités étaient maintenant une mare stagnante de silence. Leur visage était une galerie de miroirs impitoyables. Leur dégoût initial se transformait rapidement en une admiration profonde et fascinée. Sarah pouvait sentir leur regard comme un poids sur sa peau. C'étaient les créanciers sociaux qui étaient enfin venus recouvrer une dette de vérité. Silas Montgomery Ashford se tenait au pied de l'escalier. Son visage était un masque de désespoir aristocratique incontrôlé. Il regarda sa fille avec la terreur d'un homme qui voyait son dernier atout se dissoudre en pleine lumière du jour. Il tendit une main tremblante, comme s'il pouvait la repousser physiquement dans l'ombre. Sa voix était un râle déchiqueté qui déchira l'atmosphère étouffante de la salle de bal. « C'est un scandale !» rugit Silas, le torse haletant. « Votre Grâce, vous êtes illusionné par une fille qui a perdu la raison dans son isolement. C'est une tragédie, une chose brisée qui n'aurait jamais dû être amenée dans cette lumière. Les documents qu'elle porte ne sont que les gribouillages d'une imagination malade. Je suis le maître d'Ashford Hall. Je suis le seul dont la parole porte le poids du nom Ashford et l'héritage de la bague de fiançailles Ashford. » Sarah s'arrêta sur la dernière marche. Sa présence commandait l'espace d'une manière que la vanité frénétique de Silas ne pourrait jamais. Elle regarda son père. Ses yeux gris possédaient une clarté qui faisait paraître ses traits soignés comme une façade peinte bon marché. Elle n'éleva pas la voix, mais elle porta jusqu'aux coins les plus éloignés de la pièce. Elle était résonnante et inflexible comme une cloche d'église. La bague de fiançailles Ashford est une marque d'honneur, père, déclara Sarah. Sa voix possédait une profondeur rythmique basse qui fit frémir la pièce. Et l'honneur est une architecture de l'âme qui nécessite une fondation solide de vérité. Vous parlez d'imagination.
Pourtant, c'est l'arithmétique dans ce grand livre qui a maintenu le toit sur cette salle de bal. Vous avez dilapidé le fidéicommis principal dans les maisons de jeux de Londres. Vous m'avez traité comme une dette sans nom et jetable pendant 7 ans. Vous avez utilisé le travail de mes mains souillées pour masquer le détournement systématique de vos propres crimes. Elle ouvrit le grand livre noir. Le parchemin crissa dans le silence. Le 14 juin 1812, continua-t-elle, son doigt traçant une ligne de chiffres scrupuleux. Vous avez liquidé les obligations foncières du Nord pour payer une dette d'honneur chez Brooks's. Le 3 novembre, vous avez détourné le fonds de réparation des locataires pour payer les rénovations de la salle de bal Ouest. J'ai corrigé les erreurs pour sauver les fidèles domestiques. J'ai sauvé les familles qui vivent sur cette terre. Vous vous êtes assis en bout de table et vous êtes attribué le mérite d'une intuition que vous ne possédez pas. Silas se jeta en avant pour attraper le livre. Arthur Julian Thorne s'interposa entre eux avec la vitesse d'un soldat. Le duc n'utilisa pas la violence. Il occupa simplement l'espace avec une puissance silencieuse écrasante. Silas recula en trébuchant. Arthur regarda les invités. Sa voix était un baryton froid et inflexible. « L'audit est terminé », déclara Arthur. Les mots sonnèrent comme une ponctuation finale au règne de tyrannie de Silas. J'ai examiné chaque ligne du grand livre noir. Je l'ai comparé à la brillance du travail que Sarah Elizabeth Ashford a accompli dans le noir. Silas Montgomery Ashford s'est avéré constitutionnellement insolvable en caractère et en argent. Il n'est plus la main qui signe le nom de cette maison. Lady Helena Thorne se leva de sa chaise en acajou. Sa canne à pommeau d'argent frappa le plancher avec un son sec et final. Son esprit vif et acéré était maintenant entièrement concentré sur le maître déshonoré de la salle. La vérité est un créancier qui exige toujours paiement, Monsieur Ashford, remarqua-t-elle. Ses yeux étaient fixés sur Sarah avec une fierté féroce et inflexible. Et vous êtes totalement en faillite. Nous ne laisserons pas le nom de Thorne être utilisé pour cacher la lâcheté d'un tyran qui enterrerait sa fille pour voler son génie. Lucinda Mary Ashford, vous feriez bien de vous souvenir de quelque chose. Un manteau de génie emprunté ne va jamais aussi bien que celui gagné par le silence du travail honnête. Lucinda se tenait au centre de la salle de bal. Sa robe prime vert ressemblait à un linceul d'effacement social. Elle regarda Sarah, puis le duc, et enfin son père. L'immobilité mélodieuse qu'elle avait si férocement pratiquée était maintenant une panique tremblante visible. Elle réalisa qu'elle n'était qu'une façade sur un bâtiment en cours de reconstruction complète. Le silence absolu avait une morsure vicieuse. Silas Montgomery Ashford se tourna et s'enfuit par les portes de service. Ses pas étaient une retraite frénétique et rythmique dans l'ombre. Arthur Julian Thorne s'avança et prit la main de Sarah. Il la conduisit au centre même de la salle de bal. Il leva la tête pour s'adresser à la noblesse assemblée d'une voix qui ne souffrait aucune contestation. « Je vous prie de m'accorder votre attention », annonça Arthur, ces mots portant le poids de son ancien titre. « Je vous présente formellement Sarah Elizabeth Ashford. Elle est la véritable architecte du salut de ce domaine. Plus important encore, elle est la femme qui se tiendra à mes côtés. Elle est la future duchesse de Thorne. » La reconnaissance fut absolue. Les invités commencèrent à s'incliner. Ils ne s'inclinaient pas devant un titre, mais devant la substance indéniable de la femme qui s'était tenue dans la lumière. La maison commençait enfin à respirer profondément. L'odeur de lilas bleu qui remplissait l'air n'était plus écœurante. Elle était fraîche et vibrante de la promesse d'un soleil qui ne serait plus jamais caché. La transition vers l'immobilité tranquille des mois qui suivirent fut comme un paysage passant d'une tempête à une aube claire et froide. L'hiver arriva à Ashford Hall, non pas comme un créancier, mais comme un maître de la transformation silencieuse. La neige se drapa sur les collines de la campagne anglaise, comme une page de grand livre blanche et propre. Elle attendait d'être écrite. À l'intérieur de la maison, l'atmosphère avait changé. La pourriture humide des secrets fut remplacée par l'odeur vive de la cire d'abeille et du vieux bois, poli avec un nouveau but rythmique. L'aile est n'était plus un mausolée pour les vivants. Elle était devenue le cœur vivant du domaine. Sarah Elizabeth Ashford était assise à un nouveau et immense bureau en chêne pâle, au centre de ce qui avait été sa prison. Les lourds draps de velours avaient été retirés de chaque fenêtre. La pièce était maintenant une cathédrale de lumière.
Le soleil d'hiver se déversait sur le plancher en grands blocs dorés. Les murs étaient tapissés de livres de la bibliothèque de Thorne. Les doigts de Sarah étaient toujours tachés d'encre. C'était un violet profond et contusionné qu'elle n'essayait plus de cacher. Cependant, l'encre était maintenant utilisée pour signer des documents aux côtés de ceux du duc. Arthur Julian Thorne se tenait près de la cheminée. Il regardait Sarah travailler, ses yeux gris et froids possédant une chaleur qui avait manqué pendant 7 ans. Il se dirigea vers elle, ses lourdes bottes faisant un son solide et réconfortant sur les tapis. Il posa un brin frais de lilas bleu sur son bureau. C'étaient des fleurs de serre, vibrantes et défiantes contre le gel extérieur. Les comptes des semailles de printemps pour les tenures du Nord sont presque terminés, Arthur, remarqua Sarah. Sa voix possédait une paix ferme et résonnante. Elle ne leva pas les yeux immédiatement. Sa plume continua son voyage rythmé sur le nouveau parchemin immaculé. L'arithmétique est un maître généreux quand on la traite avec respect. C'est l'esprit qui guide la plume qui compte, Sarah, répondit Arthur. Il tendit la main et toucha le bord du bureau. En 7 ans, vous êtes la première personne qui a regardé mon chagrin sans y voir une tombe. Vous avez vu un paysage attendant d'être réparé. Nous avons construit un partenariat qui est constitutionnellement sain. Nous avons osé regarder la vérité sans masque. Sarah se leva, sa posture aussi scrupuleuse et inflexible qu'une ligne de grand livre. Elle regarda l'homme qui avait littéralement ouvert la porte de sa vie. La cicatrice sur son visage n'était plus une marque de honte. C'était un enregistrement argenté de sa résilience. C'était une carte du voyage qu'ils avaient parcouru ensemble. Être vu par la bonne personne était la seule sécurité digne de ce nom, Arthur, murmura-t-elle, ses yeux fixés sur les siens avec une parité intellectuelle absolue. Le domaine n'était plus figé dans l'attention. Il est enfin profondément en repos. Ils marchèrent ensemble vers la fenêtre. Le silence entre eux n'était plus un silence qui avait des dents. C'était un silence de profonde paix domestique. C'était un grand livre qui était enfin parfaitement équilibré. Ashford Hall avait été audité par la lumière. Il avait été trouvé non seulement solvable, mais prospère. Alors que la première étoile du soir apparaissait dans le ciel froid, Sarah Elizabeth Ashford ressentit un profond sentiment d'appartenance. L'aile est n'était plus une pièce verrouillée. C'était un sanctuaire de prospérité méritée. La vie qu'il commençait était la seule pièce honnête dans un monde qui avait enfin appris à valoriser la vérité. Avez-vous déjà eu l'impression que votre véritable moi était caché, attendant seulement que quelqu'un ait le courage de regarder au-delà de la surface et de voir la vérité? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je lis chaque mot de notre communauté au coin du feu. Si cette histoire vous a touché, dites-moi d'où dans le monde vous écoutez ce soir.